ce documentaire sur la légalisation du MMA en France, qui a été un long parcours, puisque notamment il y a eu une grosse pression mise par la fédération de judo et notamment son président pour en fait faire paraître le MMA comme un sport extrêmement violent, du fait qu'il y avait des coups portés sur un adversaire qui était au sol. Donc bien évidemment, quand on connaît un peu le MMA, qu'on s'y intéresse, même sans le pratiquer, on sait très bien que c'est pas plus violent que les autres sports de combat. Mais voilà, il y avait cette image qui avait voulu être donnée par le judo. Et tout le monde sait très bien au sein des cercles des sports de combat que en gros voilà, c'était plus des histoires de pognon, d'influence, de chasse gardée que vraiment des histoires basées sur la morale, la violence, etc. Ce qu'on voulait nous faire croire. Et dans ce reportage, il y avait à un moment donné une championne de judo qui l'a très clairement exprimé. Elle a dit qu'en gros, s'il partait dans les MMA, il serait exclu de l'équipe de France de judo. Et on la voit ensuite qui s'entraîne au MMA et elle a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Elle a dit voilà, j'étais en haut de la montagne, j'étais championne de judo. Et là, j'arrive dans le MMA et je reprends tout de zéro et j'ai l'impression qu'il faut regravir la montagne et je me sens nul. Et donc forcément, j'ai fait un parallèle avec mon histoire puisque moi j'ai commencé le Muay Thai aussi il y a très peu de temps. Et effectivement, je me suis senti nul puisque je venais du kickboxing, bon, qui avait déjà quand même de nombreux points communs avec le Muay Thai. Et déjà que j'avais pas un niveau extraordinaire en kickboxing, quand je suis arrivé dans le Muay Thai, pareil, je me suis senti vraiment perdu et vraiment nul. Ceci dit, j'ai toujours considéré que les sports de combat, et je dis bien les sports de combat, je ne dis pas les arts martiaux. Bon, après ça c'est une autre, une autre question, celle de qu'est-ce qu'on appelle sport de combat, arts martiaux, la différence, etc. Bon. J'aime bien cette idée de parler des arts de combat. Je trouve que ça englobe tout et que c'est plus juste comme dénomination. Puisque, comme toujours, hein, on en revient toujours avec les mots qui limitent notre capacité de compréhension, qui structurent le réel avec des cases, qui découpent en fragments toujours plus petits et qui nous empêchent d'appréhender les choses dans une globalité. Bref, ceci dit, j'ai toujours considéré donc que les sports de combat étaient un chemin d'éveil. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'éveil, en fait, c'est simplement la capacité à vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont, sans bullshit en fait, sans histoire qu'on se raconte, sans égotisme j'ai envie de dire, ok, sans laisser la voix de l'ego nous emmener, comment dire ça, nous masquer le cœur véritable de l'intérêt qu'on porte à la pratique, du pourquoi on pratique. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les sports de combat et qui n'ont peut-être au début ont commencé les sports de combat pour des raisons égotiques et puis qui après par la suite, en lâchant l'ego, en viennent à accéder à ce que j'appelais donc la joie du corps, et c'est-à-dire que la pratique du combat devient simplement une joie encore d'une manière de jouir de son corps, de l'utiliser, et voilà, c'est la joie du corps. Et là, encore une fois, vous voyez, c'est toujours la même chose. Quand vous commencez à opérer ce shift, c'est-à-dire ce changement d'angle, de point de vue, eh bien d'un seul coup, vous vous débarrassez des raisons égotiques de la pratique, et il ne reste que la pratique et la joie de la pratique. Et du coup, le sentiment d'être nul disparaît, parce que être nul, c'est forcément par rapport à d'autres personnes, c'est forcément dans une idée de hiérarchie, de classement. Mais en fait, quand vous êtes simplement dans la pratique pure du moment de la pratique, ce concept-là n'a aucun sens. D'ailleurs, je disais, les sports de combat sont un chemin d'éveil, bien sûr, puisque, comme je disais, l'éveil, donc, c'est être conscient, et tout particulièrement être conscient des mécanismes qui nous animent. Après quoi, on peut choisir en toute conscience, soit de les suivre ou pas, mais quand c'est des mécanismes qui procèdent de l'ego, au bout d'un moment, une fois qu'on les a reconnus comme tels, bah, on s'aperçoit un petit peu de leur futilité. Et encore une fois, c'est toujours une évidence. C'est toujours une évidence. Et pourtant, on ne la voit pas.
Par exemple, vous commencez les sports de combat, en général, vous allez souvent avoir des gens qui ont été harcelés, qui se sont fait agresser, etc. Donc des gens qui sont dans une peur. Donc ils partent d'un point de peur. Et donc c'est jamais un point de départ, comment dire ça? Les peurs ne sont jamais une bonne raison de faire quelque chose. Ça peut paraître peut-être paradoxal, mais en réalité, quand vous vous mouvez dans la vie depuis un point de peur, bien que vous empruntiez un chemin qui est peut-être le bon, en fait, vous vous rendez pas compte que vous le faites pour les mauvaises raisons. C'est pour ça que l'éveil, c'est assez rigolo, parce que finalement, quelque part, vous êtes probablement déjà sur le bon chemin, parce que la vie vous amène sur le bon chemin de gré ou de force. Mais quand vous l'avez reconnu comme tel, le bon chemin, en fait, du coup, les tensions disparaissent. Je vous donne des exemples concrets parce que j'aime bien rattacher la spiritualité à des choses concrètes parce que souvent ça ressemble à du blabla qu'on comprend un peu d'un niveau intellectuel mais qu'on n'arrive pas forcément à vivre dans sa vie de tous les jours. Donc si je reprends mon exemple de la personne qui s'est faite agresser, on va dire pourquoi tu veux faire des sports de combat. Je veux être plus fort, je veux apprendre à me défendre. Vous voyez ce truc d'être plus fort, d'apprendre à se défendre. C'est illusoire, d'accord? Très très rapidement, vous arrivez dans les sports de combat, et d'où aussi l'efficacité en termes de chemin d'éveil. Vous allez tout de suite comprendre que le plus fort, il n'y en a pas. Il y en aura toujours un plus fort que vous. C'est bien pour ça qu'il y a des catégories de poids. Il y a des phénomènes physiques contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Et puis que de toute façon, même si vous êtes le plus fort à un moment, vous ne le serez pas forcément le lendemain, d'accord? On ne peut pas être plus fort éternellement. À un moment donné, de toute manière, le temps est le plus fort, hein. On vieillit, on se dégrade, etc. Donc ces raisons-là font que, à un moment donné, on comprend plus très bien pourquoi on boxe, pourquoi on a cette pratique. Moi, je suis aussi passé par là, comme je pense beaucoup de gens. Et c'est une interrogation super fondamentale. Ça a été vraiment le fil conducteur de toute ma pratique, de me dire mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi j'aime la boxe? Pourquoi je veux boxer? J'ai longtemps cru que c'était cette volonté de puissance, peut-être quelque chose à prouver par rapport à, je ne sais pas, mon père ou que sais-je, mes enfants. Enfin voilà, il y a une image, il y a un fantasme, peut-être nourri par aussi des figures héroïques hein, qui sont là pour nous guider en même temps. Mais à un moment donné, ce que j'ai compris, c'est que est-ce que j'aimais vraiment, c'était juste la voix, c'était juste la joie du corps. C'est-à-dire simplement être en mouvement, être dans une transe, etc. Il y a également une joie de la violence. C'est pas incompatible. De pouvoir un peu lâcher la bride et laisser libre cours à une certaine rage, on va dire. Ça peut aussi être, ou je dirais pas une rage, parce que tout de suite on rentre dans des connotations un petit peu morales et on tombe encore dans des cases. Je dirais plutôt laisser libre cours à une certaine animalité. Parce que là on est dans quelque chose qui relève de la nature. Donc par exemple, on pourrait imaginer, est-ce que quand un lion attaque sa proie, il saute sur sa proie, est-ce que c'est violent? Vous voyez, est-ce que c'est de la rage? Euh, Vu comme ça, on se dit non, ça n'a pas vraiment de sens. Ça peut paraître violent, mais c'est encore des cases, encore des façons d'appréhender le réel. En réalité, le lion ne se sent pas comme violent, vous voyez. Euh, il est juste en accord total avec sa nature, comme le sont bien sûr les animaux. L'homme étant un animal, on a également notre part de ce qu'on pourrait qualifier violence, mais on va dire simplement notre part d'animalité, et que de se connecter à cette animalité, ça peut être aussi une source de joie. Donc quand vous avez compris que ce qui vous plaît, c'est cette connexion à l'animalité, vous n'avez pas forcément besoin de frapper un adversaire pour la ressentir. Vous pouvez vous connecter à cette sensation, cette animalité, et simplement la- l'utiliser sur le sac, ou voire même dans des mouvements. Regardez par exemple les battles de hip-hop, c'est hyper intéressant de voir à quel point les mecs sont dans de la danse, et pourtant il y a tous les codes du combat. Il y a de la provoque, il y a de la moquerie, il y a de la compétition, vous voyez, il y a l'idée de battre son adversaire, et pourtant ils se touchent jamais, mais tous les codes du combat sont là. Donc ça c'est un truc qui est hyper intéressant, c'est assez rigolo à regarder. Et puis je dirais aussi qu'après, quand les évidences vous apparaissent, une autre évidence à moi qui m'est apparue, et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, parce qu'on a tous nos chemins du cœur différents, et on peut imaginer que les chemins du cœur sont extrêmement variés, et que peut-être des gens pour qui tuer, c'est ce que leur dit leur cœur. Vous voyez, ça peut paraître paradoxal, mais
Du point de vue absolu, il y a rien de si vous enlevez la morale, si vous enlevez cette espèce de filtre de morale, bah, au final, non, tuer n'est pas n'est pas mal. Tuer, c'est mal uniquement sur le plan relatif, dans un cadre, voilà, avec des règles d'une société, et cetera. Mais du point de vue absolu, donc du point de vue divin, en fait, il y a pas de morale, il y a pas de code. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup: l'homme sensé n'a pas de référence. Donc quand vous n'avez plus de référence, en fait, il y a plus de cases, il y a plus de code et donc du coup, tout est permis. Mais tout est permis, mais en même temps, il faut que ça vienne du cœur. Et en général, les chemins du cœur sont quand même des chemins remplis plutôt d'amour, de compassion et pas vraiment de violence. Et donc, quand vous avez compris que vous aimez la joie du corps dans la pratique du combat, et que peut-être ce qui est le plus confortable, c'est juste la joie du corps, la joie de la transe, la joie du jeu, etc. Et que finalement tout l'aspect compétition, douleur, blessure, prendre des coups, tout ça, vous trouvez... Enfin moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que ces aspects-là ne m'intéressent pas vraiment, même pas du tout. Eh bien, du coup, la pratique ensuite se fluidifie, elle devient simple, hein, il n'y a plus d'enjeu, on pratique juste pour le plaisir de la pratique. Et puis finalement, dit comme ça, eh bien, on s'aperçoit que si on demande aux gens, bah, peut-être finalement, oui, bah, oui, en fait, c'est pour ça que je boxe, en fait. La plupart des gens vont vous dire, bah, juste j'aime ça. Ils vont dire, mais pourquoi t'aimes ça et tout. Mais en fait, ça sert à rien d'aller creuser plus loin. Juste j'aime ça, bah, c'est bon, ça suffit, c'est une raison largement suffisante.